bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette série de webinaires concernant la transition numérique, la transformation industrielle. C'est une série de 3 webinaires. Le webinaire d'aujourd'hui a comme titre « Préparer la mobilité dans l'atelier » et il est présenté par moi-même, Cédric Catuzo, responsable de projet, et Alexandre Moulet, responsable R&D chez Meta2i. Donc, la mobilité dans l'atelier. On va vous présenter quels sont les enjeux de mobilité, comment s'y préparer, et comment réussir une transition numérique efficace pour que cette partie mobilité soit un succès dans l'atelier et un succès pour tout le monde. Comment est-ce que ça va se dérouler? En premier lieu, on va présenter qu'est-ce que la mobilité, comment est-ce que ça se présente, qu'est-ce que c'est. Ensuite, comment préparer un projet de mobilité. Puis un petit focus technique, qu'est-ce qu'un terminal mobile. Ensuite, une démarche projet. Comment est-ce que du coup, on va pouvoir insérer la mobilité dans une démarche projet pour pouvoir la mettre au mieux dans l'atelier. Et ensuite, une petite conclusion qui sera la conclusion du webinaire. Donc la mobilité, qu'est-ce que c'est? Ça va se dérouler en 3 parties. Pourquoi la mobilité? Quels impacts pour les équipes et quelles sont les différentes contraintes et avantages? Donc la mobilité, pourquoi? Aujourd'hui, à l'ère du numérique et du big data, l'information est au cœur des systèmes. Ainsi, il est nécessaire de pouvoir avoir en toutes circonstances la bonne information, au bon endroit et aussi au bon moment. Donc ça peut être de deux manières. Premièrement, ça peut être de restituer l'information. Donc restituer l'information en tout temps, c'est-à-dire que quand le chef d'atelier a besoin d'information, avoir cette information-là, et aussi au bon moment. Les supports peuvent être variés. Ça peut être une tablette, un téléphone portable, une scanlette, un terminal radio. Aujourd'hui, un terminal mobile pullule dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, c'est quelque chose d'assez naturel. Donc là, c'est comment restituer l'information. Mais sur le même principe, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment saisir l'information. Sur le même principe, l'information dans un atelier doit être saisie au bon moment et au bon endroit. Et par exemple, contre-productif, de demander le scan, par exemple, d'un contenant, alors qu'on est au début d'un process et qu'il soit plutôt un produit à scanner. Donc, la mobilité est très importante pour, du coup, avoir effectivement la saisie au bon moment et au bon endroit. Du coup, quels impacts pour les équipes? Les équipes sont au cœur du process et ce sont ces équipes-là qui vont saisir l'information. Donc, il va être important de définir un process clair, que le process informatique soit très proche du process physique, afin qu'on puisse associer naturellement un geste informatique à un geste physique. C'est-à-dire de scanner quelque chose en même temps qu'on fait ce geste-là. Scanner le carton d'un produit en même temps qu'on prend ce carton pour déplacer ailleurs. Pareil, scanner l'emplacement de dépose lorsqu'on dépose ce carton dans cet emplacement. Il faut que du coup le geste soit naturel, le scan soit naturel, et donc du coup il faut que le process informatique soit plus proche du process physique. Parce que du coup, ce process est centré sur l'opérateur. C'est-à-dire que c'est l'opérateur qui va saisir les informations. C'est l'opérateur qui va saisir la bonne information au bon moment, sur demande du système, mais sans lui, ça ne se fera pas. Donc il faut se baser sur la saisie réalisée par l'opérateur pour du coup avoir la bonne information au bon moment. Quels sont les contraintes et avantages? Forcément, puisque tout est centré sur l'opérateur, il faut définir clairement le flux avec les opérateurs, étant donné que c'est cet opérateur-là qui va saisir l'information et qui va du coup avoir l'information au bon endroit, au bon moment. Et grâce à ça, un gros avantage, ce sera que l'information sera fiable. C'est-à-dire que du coup, la saisie sera en temps réel. Et de cette manière, les erreurs de saisie ou les oublis de saisie seront quasiment nuls. Le gros avantage, effectivement, c'est une qualité d'information qui sera irréprochable. Je vous ai mis un petit chiffre à côté pas dans le slide, 20%. 20%, c'est quoi? C'est le taux d'erreur moyen constaté lors des saisies a posteriori. C'est-à-dire que ce qu'on a pu constater dans notre expérience, c'est que lorsque des opérateurs font donc leur opération de tous les jours,
et ils doivent ressaisir ces informations dans un système. On a pu se rendre compte que 20% des saisies étaient fausses. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que du coup, ce sont tout simplement des humains, et que chaque humain peut faire des erreurs, peut oublier quelque chose, peut être alerté par quelqu'un en plein milieu du process, et du coup, perdre un peu le fil de l'aiguille. Donc 20%, c'est pas négligeable. Et 20%, c'est très très important, ce qui fait que du coup, toute l'information derrière, tout le système qui se baserait potentiellement sur ces informations, eh ben, deviendrait forcément en bonne partie incohérent. Là, je vais vous expliquer un petit cas d'usage qu'on a pu mettre en place chez un client qui concerne la localisation du stock. Pour la petite histoire, on va dire le besoin initial vient du fait qu'un cariste, très compétent, de ce côté-là, on n'a pas de souci là-dessus, était le seul, par contre, à savoir où était le stock de certains produits. Donc, tant que cette personne-là était à disposition et tant que on pouvait avoir quelqu'un pour les changements de poste qui pouvait prendre l'information nécessaire avant la prise de poste, tout était bon et donc du coup, on va dire que le process n'avait pas de problème particulier. Sauf qu'il est arrivé un jour que malheureusement, cette personne-là est tombée malade. Ça peut arriver, c'est pas quelque chose de très grave, mais il est tombé malade, donc il était absent pendant environ un mois. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les informations n'ont pas pu être transmises comme il faut, et toute la chaîne d'approvisionnement pour les bords de ligne a été perturbée. C'est-à-dire qu'un approvisionnement qui était censé durer 5 à 10 minutes, et vu que personne ne savait où était le stock de ces produits en particulier, et au lieu de prendre 5-10 minutes, ça prenait 3 quarts d'heure, 1 heure, voire plus quand le stock était assez restreint et dans un seul endroit de l'usine. Du coup, forcément, c'était assez source de tension, pas grand-chose, assez source d'erreurs, d'arrêt de production, pour finalement juste un problème humain, on va dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, on a mis en place un process qui permet de dire qu'en temps réel, chaque opérateur scannait le contenu et le contenant, et ainsi que l'emplacement de dépose. Qu'est-ce qu'on avait? On avait effectivement qu'en temps réel, on savait toujours où était le stock dans l'usine. Ce qui a permis un gain de temps, forcément dans tout ce qui est approvisionnement bord de ligne, puisque du coup, n'importe qui pouvait aller chercher le stock n'importe quand et n'importe où, puisque du coup, tout le monde savait où était le stock. Forcément, la qualité du stock a été grandement, mais très grandement améliorée. Le deuxième effet, c'est que lors de l'inventaire, du coup, c'est le même principe. L'inventaire s'est passé beaucoup plus facilement avec beaucoup moins d'erreurs. Et forcément, les erreurs de saisie ont été annulées, puisque du coup, toutes les saisies ont été faites en temps réel. Ce qui fait que du coup, donc, le stock était fiable et de manière qualitative. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que finalement, le fait d'associer un process informatique au geste physique a permis, dans ce cas d'usage, de gagner énormément de temps, énormément de qualité et énormément de productivité dans l'atelier. Donc dans ce cadre, comment est-ce qu'on prépare ce type de projet? Donc en général, ça se fait en deux étapes. Première étape qui est une étude, et deuxième étape qui est un choix technologique. Dans la partie étude, la première chose, c'est définir le flux d'informations, c'est-à-dire qui doit envoyer quoi, à qui et quand. Donc ça, c'est la partie primordiale, puisque du coup, si on ne connaît pas le flux, ce sera difficile de mettre un process informatique et de demander aux opérateurs les gestes physiques si on ne connaît pas son flux. Donc le principe, c'est que le système demande à l'opérateur de saisir une information, et par contre, c'est l'opérateur qui saisit l'information. Donc il est important d'impliquer les opérateurs. Pourquoi? Parce que du coup, c'est eux qui sont au centre du système. Donc il ne faut pas que ce système devienne une contrainte pour eux. Il faut que ce système devienne logique et je dirais naturel. Donc il faut que les gestes soient naturels pour tout simplement être efficaces. Et que du coup, l'opérateur puisse adhérer au système. Un opérateur qui adhère au système
c'est un système qui fonctionnera. C'est une information qui sera sûre. C'est une information qui sera bonne et qualitative. Et pour cela, il faut bien évidemment que le process soit clair. Puisque du coup, si on tourne à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, l'opérateur sera perdu, et donc du coup, ça ne fonctionnera pas. Donc le process doit absolument être clair, d'où l'importance, dès le début, de définir le flux et le process pour que l'opérateur soit au centre de l'opération, ne soit pas perdu. La partie choix technologique. Donc suite à ça, une fois qu'on définit le process, on peut commencer à choisir les technologies qui vont autour, puisqu'il y a une multitude de technologies qui peuvent s'applier à la mobilité dans l'atelier. Mobilité, c'est déjà, ça peut commencer par un ordinateur portable, ce qui peut paraître très conséquent pour un opérateur, mais ça reste un terminal mobile. Donc du coup, on a aussi des smartphones, on va trouver des tablettes, des terminaux portatifs qui seront attachés, par exemple, à l'appareil du cariste, ou alors qui seront directement fixés à son bras, etc. Et pourquoi est-ce qu'on a un si large panel de systèmes de mobilité? C'est parce que chaque système va correspondre à un cas d'utilisation. C'est-à-dire que la mobilité aujourd'hui ne se matérialise pas de la même façon d'un individu à un autre, suivant son métier et suivant ses besoins. Un chargé d'affaires, par exemple, dans l'industrie et dans un atelier, va principalement s'axer sur un ordinateur portable, une tablette, voire un smartphone quand il est en déplacement. Mais un cariste, lui, va avoir besoin d'avoir un terminal portatif, un terminal radio qui lui permette de continuer à transporter ses cargaisons. Donc vraiment, il faut identifier la cible et le besoin pour adapter la mobilité à celle-ci, et pas l'inverse. Dans ces différents cas d'utilisation, nous mettons en place une méthodologie au sein de nos équipes de développement qui est la méthodologie agile. Qu'est-ce que la méthodologie agile? C'est la méthode de projet des équipes de développement. Donc, elle part de l'idée, du concept, du besoin du client. On passe par une phase donc de développement au sein de notre équipe, puis une publication et une phase de test avec les retours des utilisateurs, que ce soit les utilisateurs finaux ou les clients. Et ce cycle-là se répète et se répète en boucle. C'est la méthode agile. Elle commence toujours par un Scrum et se termine par un Scrum. Le Scrum, c'est ce qu'on appelle une petite réunion de départ qui permet de définir les idées, les besoins du projet, et elle se termine par un Scrum pour redéfinir qu'est-ce qui a été réalisé, est-ce que tout a bien été réalisé dans les temps ou pas. La durée des scrums est généralement, des sprints. Des sprints, ce sont c'est ce cycle en 4 étapes, c'est un sprint. Et cette durée est en général de 2 semaines. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de ne pas livrer un produit fini. Parce que notre but aujourd'hui, c'est, en méthode agile, de faire évoluer constamment le produit. Il est jamais terminé. Notre produit est en constante évolution, suivant les retours du client, suivant les évolutions fonctionnelles demandées, suivant les évolutions techniques, suivant les évolutions matérielles aussi. Ça peut être aussi des évolutions sur le plan logiciel. Toutes ces choses vont faire que on va passer par des phases d'itération et de développement. On va livrer une première version, un premier jalon du projet. Puis, on va avoir des retours sur cette première version, qu'ils soient bons ou positifs. Il va y avoir des ajouts fonctionnels, des ajustements. À chaque fois, on va rajouter des fonctionnalités à notre projet initial. Ce qui nous amène, du coup, à voir les problématiques sur le plan technique côté développement. C'est-à-dire que même au sein de nos outils sont en constante évolution. Et il faut qu'on garde le cap avec ces technologies. Parce que qui dit évolution de technologie, dit évolution des possibilités pour l'équipe de développement, en fonction des besoins du client final. Et quand on prend par exemple sur le plan logiciel des stacks de logiciels qui sont très connus maintenant, comme l'ASP Core ou l'Angular que nous utilisons, on peut voir par exemple que l'ASP Core
la version 3.1 est sortie en décembre 2019. Alors, pourquoi 3.1? Alors, ce sont les façons de numéroter les versionnements des technologies que nous utilisons. Il y a toujours 2 ou 3 chiffres. Le premier chiffre est là pour la version majeure. C'est une évolution fonctionnelle qui n'est pas forcément compatible avec la précédente. Le deuxième chiffre est une évolution sur le plan fonctionnel de la technologie. On va rajouter des fonctionnalités sans supprimer l'existant, sans casser le lien avec l'existant. Et le troisième chiffre est là pour du patch, de la correction de bugs, de la correction mineure, mais qui peut être primordiale dans certains cas, suivant les retours que nous-mêmes, en tant que développeurs, faisons aux fournisseurs de logiciels de développement. Et que donc, je disais, la SP Core qui était sortie 3.1 en décembre, quand on prend le cas d'Angular, il sort 2 versions par an. Donc on a eu Angular 9 qui est sorti en février, il y a la 9.3 directement qui est sortie en mars, et nous, même si on reste sur des stacks de développement solides, parce que c'est des références, Angular c'est Google, ASP Core c'est Microsoft, c'est des noms qui sont connus dans le milieu, il faut qu'on suive ces évolutions logicielles. Du coup, ça nous amène un petit peu à discuter de notre finalité, c'est que aujourd'hui, dans l'industrie, il faut vraiment vouloir évoluer pour rattraper, pas réellement rattraper, mais poursuivre ces évolutions technologiques qui elles-mêmes sont en changement permanent. Donc vraiment, c'est de voir, il faut avancer, on n'a pas le choix. Et là-dessus, je vais laisser la parole à mon collègue Cédric. Alors oui, donc du coup, ce qu'on a pu voir, c'est que un projet de mobilité, ça se prépare de 2 parties. Une partie fonctionnelle, une partie technique. La partie technique est en constante évolution. Nous, on met à jour nos process, on met à jour notre système pour suivre ces évolutions techniques. Et sur le même principe, donc du coup, il ne faut pas hésiter à faire évoluer les process dans l'atelier. En faisant évoluer les process dans l'atelier, ce qu'on a vu aussi, c'est que l'opérateur est très important. C'est lui qui va être au centre des informations, et on va se baser sur lui pour avoir la bonne information au bon moment. Donc, si on a 2 choses à retenir, c'est impliquer l'opérateur dès le début et suivre les évolutions technologiques pour pouvoir faire au mieux cette mobilité dans l'atelier. Merci d'être là. Ça fait un plaisir de préparer ce premier webinaire en votre compagnie. Et donc, du coup, à très bientôt pour les prochains épisodes. Voilà. Sur cette série de webinaires. On se retrouve pour une prochaine série. Merci à tous.